Changement de méthode dans la lutte contre les djihadistes au Sahel. Militaires burkinabés et français ont effectué des patrouilles conjointes à la frontière entre le Mali et le Burkina. Une première depuis le début de leur collaboration. Sans surprise, le chef de l'État sortant en Namibie remporte l'élection présidentielle. Hadj Genjob n'a pas réalisé un meilleur score, 56% des suffrages contre 86% lors de sa première victoire. Et puis, au Soudan, des manifestants réclament justice pour leurs camarades tués dans les répressions. Ils ont pris d'assaut les rues de la capitale Khartoum pour se faire entendre. Le nombre de décès est estimé à plus de 250. Voilà pour le sommaire de ce journal. Merci de nous préférer pour vous informer. La lutte contre les djihadistes repensée au Sahel pour la première fois. Des soldats français et burkinabés ont patrouillé ensemble à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Mission assignée à ces 1400 militaires de cette opération rétablit l'autorité dans cette zone, reculée où aucune armée n'a mis les pieds depuis plus d'1 an. Frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Ces soldats français sont en pleine opération de ratissage. Ils traquent des djihadistes ou toute trace qui permettrait de les retrouver. Pendant 15 jours début novembre, les soldats de l'opération Barkhane ont mis le cap sur la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est une région qui est favorable à l'établissement de zones logistiques, de zones d'action des groupes terroristes. Parce que c'est une région transfrontalière. Puis c'est une région très difficile d'accès, avec des couverts, et donc une zone propice pour se cacher et entretenir une logistique. Pour la première fois, l'armée française est sur le terrain, aux côtés des armées burkinabées, maliennes et nigériennes. Cette opération inédite, nommée Bourgou 4, qui rassemble 1400 soldats au total, vise à contrer la recrudescence d'attaques djihadistes ces dernières semaines. Le nord du Burkina Faso est particulièrement touché. Il y a peu, l'armée burkinabé ne pouvait même plus entrer dans la zone. C'est très important pour l'armée d'être partout. Nous comptons vraiment montrer à la population que nous sommes présents, que nous sommes prêts à leur apporter notre aide et de nous battre à leur côté. La tâche est loin d'être évidente. Pour cette action, le renseignement français a intercepté les communications d'un chef djihadiste. Son téléphone est localisé à 300 mètres près. Le stress monte. Les militaires ont ordre de tirer sans sommation. Mais après 5 heures de marche, ils arrivent dans un village où tous les hommes ont fui. On a régulièrement du renseignement. Maintenant, la difficulté, c'est de rapidement aller sur l'objectif. Souvent, quand on arrive sur l'objectif, ils ont eu le temps de quitter la zone. Les forces partenaires font face à un ennemi insaisissable qui se fond entièrement dans la population. Conséquence, pour l'armée française, chaque villageois rencontré est susceptible d'être djihadiste. Alors, les soldats ne laissent rien passer, quitte à bousculer les populations locales. Malgré une différence abyssale de moyens, la collaboration entre armée française et armée sahélienne est donc impérative. Ils ont pas la même logistique que nous, ils n'ont pas le même matériel, mais c'est normal. Et par contre, ils ont une connaissance du terrain qui est extrêmement précieuse. Ils ont envie de travailler. Au-delà des bonnes volontés affichées, les défis restent nombreux. Les armées des pays frontaliers apprennent encore à se coordonner, non sans friction. Le 16 novembre, le Burkina Faso a ainsi accusé l'armée malienne d'exaction dans un village situé sur son territoire. En République démocratique du Congo à présent, 2 personnes ont été lynchées ce samedi à Beni, dans l'est du pays, par plusieurs dizaines de personnes qui les accusaient d'être des membres d'un groupe armé accusé d'avoir tué plus de 100 civils en un mois. Dans ce contexte explosif, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, a effectué une visite à Beni où les émeutiers ont brûlé une base de l'ONU lundi en dénonçant leur passivité face au massacre des civils. Un homme et une femme ont été lynchés samedi à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, par une foule. Ces 2 personnes ont été tuées alors qu'ils voulaient prendre un taxi dans le centre-ville. Les victimes n'avaient pas de carte d'identité, mais des munitions, des tenues militaires et des chargeurs ont été retrouvés dans leurs bagages. Ils les accusent d'être membres du groupe armé des ADF qui tentait de se rendre à une opération contre la population. Groupe armé d'origine ougandaise, les forces démocratiques alliées ADF sont accusées d'avoir tué dans la région de Beni plus de 100 personnes depuis le 5 novembre dernier et plus de 1000 depuis 2014.
C'est dans ce contexte explosif que le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, a passé quelques dizaines de minutes samedi à Béni, où des émeutes ont visé cette semaine des casques bleus accusés de ne rien faire face au massacre. En visitant une base de l'ONU saccagée lundi à Béni par des émeutiers qui demandent le départ des casques bleus, son message a été clair. Vous voyez ces destructions, ça n'a pas été improvisé. Je crois qu'il faut les condamner fortement et bien sûr exprimer toute notre compassion vis-à-vis des victimes dans la population civile. Le message, c'est qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. Nous sommes aux côtés du peuple de cette région, du peuple congolais. Est-ce qu'il y a des choses que nous pouvons mieux faire? Bien sûr que si, et nous allons y travailler. Est-ce qu'il faut que nos partenaires avec lesquels nous travaillons tous les jours réfléchissent aussi à la manière de travailler encore plus étroitement avec nous, les FARDC, la police nationale, les autorités. Mais encore une fois, il ne faut pas se tromper d'ennemis. Les ennemis, ce sont ceux qui attaquent et tuent la population. Ce sont ceux aussi qui attaquent ceux qui aident les Congolais, et notamment les habitants de cette région, à lutter contre Ebola. Jean-Pierre Lacroix a très brièvement rencontré sur place le chef d'état-major de l'armée congolaise et une délégation du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha. En Namibie, à présent, le chef de l'État sortant a remporté sans surprise l'élection présidentielle. Hage Geingob a obtenu 56% des suffrages exprimés, un score nettement en baisse à celui qu'il a obtenu il y a 5 ans. Reportage. Le président namibien réussit à conserver son fauteuil, mais avec un score moins flatteur que celui réalisé en 2014, avec 56,3% des suffrages exprimés contre 86% obtenus il y a 5 ans. Hage Geingob, le chef de la SWAPO, devance le candidat dissident du même parti selon les chiffres de la commission électorale. Le chef de l'opposition n'obtient que 5,3%. La proximité passée de son parti, le Mouvement démocratique populaire, avec l'Afrique du Sud de l'apartheid, continue à rebuter une longue part de l'électorat. La démocratie est le véritable vainqueur, s'est félicité le président sortant, pour qui les élections ont été âprement disputées. Cependant, certains candidats ont dénoncé des fraudes électorales. La Namibie a introduit le vote électronique en 2014. Ces équipements ont été critiqués par l'opposition qui affirme que l'absence de bulletins de vote sur papier augmente la possibilité de fraude. La communauté de développement de l'Afrique australe a estimé pour sa part que les élections s'étaient généralement déroulées dans le calme et étaient bien organisées, permettant aux électeurs d'exercer leurs droits démocratiques. La commission électorale a également indiqué que la SWAPO avait obtenu 65% des sièges à l'Assemblée nationale, échouant à obtenir une majorité des 2 tiers. Elle détenait dans la législature précédente 80% des circonscriptions. Hage Geingob, âgé de 78 ans, dirige la Namibie, pays désertique de l'Afrique australe, depuis 2014. Il est réélu mais obtient le plus mauvais score jamais réalisé par le candidat du parti au pouvoir. Malgré un sous-sol regorgeant de ressources naturelles dont l'uranium, la Namibie est plongée depuis plusieurs années dans la récession. Et ce week-end, la capitale du Soudan a abrité une manifestation de centaines de personnes. Elles étaient dans les rues mobilisées à Khartoum pour réclamer que justice soit rendue à leurs camarades tués dans les répressions. Selon les forces pour la liberté et le changement, fer de lance du mouvement, plus de 250 personnes ont été tuées et des centaines blessées durant la contestation de décembre 2018 à août 2019 au Soudan. Des centaines de Soudanais ont manifesté samedi à Khartoum pour réclamer que justice soit rendue à leurs camarades tués dans la répression du mouvement de contestation ayant abouti à la destitution d'Omar el-Béchir. 100% a scandé la foule devant le bureau du Premier ministre dans la capitale. Des dizaines de policiers ont été déployés autour du rassemblement. Nous exigeons que les droits des martyrs et les droits des disparus soient respectés, la dissolution du parti du Congrès national, le parti de l'ex-président Omar el-Béchir et la fin de la corruption et de tout problème au Soudan. Ils n'ont satisfait aucune demande et les tribunaux de l'ancien président Omar el-Béchir jouent avec eux à coup d'appel.
Il devrait être amené directement à la potence et il le juge sur des accusations concernant l'argent. La question de l'argent ne nous intéresse pas. Ce sont les martyrs et les crimes commis au Darfour et au Sud-Soudan qui nous intéressent. L'argent ne nous intéresse pas du tout. À la suite d'un accord conclu en août entre l'armée et les meneurs de la contestation, un conseil souverain formé de civils et de militaires est chargé d'assurer la transition vers un régime civil, l'une des principales revendications des manifestants. Un gouvernement civil dirigé par un économiste est chargé de la gestion quotidienne du pays et de s'atteler à résorber une crise économique aiguë, élément déclencheur du mouvement de contestation en décembre 2018. Et le Soudan du Sud qui est très actif dans la lutte contre le VIH-Sida. Une campagne a été lancée par les autorités et puis une ONG en faveur de l'utilisation de préservatifs. C'est dans le cadre d'une campagne d'éducation sexuelle. Les détails. La campagne Condomise vise à briser les tabous entourant la sexualité et l'éducation sexuelle. Dans ce cadre, plus de 5000 préservatifs sont distribués et une sensibilisation a été orientée vers les jeunes sur l'importance de leur utilisation. Des salles de dépistage et de consultation ont également été mises en place. Notre culture au Soudan du Sud et ce tabou sont toujours présents. Surtout en présence des anciens, on ne parle pas de ce genre de choses, le sexe. Mais il est bon pour nous de briser ces tabous et d'avoir un nouvel état d'esprit, un bon état d'esprit, à savoir que nous devons éduquer et sensibiliser notre jeunesse et même les personnes âgées. Au village, si vous parlez de préservatif aux gens, surtout aux filles, si vous dites à une fille que vous voulez utiliser un préservatif, elle dit que vous l'avez insultée. Elle pense que vous les traitez de prostituées. C'est très rare dans le village que les gens utilisent un préservatif. Pour ce qui est des personnes qui vivent actuellement avec la maladie, nous parlons d'environ 190 000 personnes vivant avec le VIH, mais ce sont des personnes qui peuvent au moins faire le test et connaître leur statut sérologique. Cela pourrait être davantage parce que c'est encore moins de 500 000 et moins d'1 million. Et nous sommes certains que si tout le monde fait le test et connaît son statut sérologique, il est possible qu'il y ait de plus en plus de personnes déjà infectées. Mais peu de personnes se protègent contre le sida ou effectuent des tests de dépistage. Seuls 10% des Soudanais du Sud infectés par le virus bénéficient des traitements antirétroviraux selon l'Organisation mondiale de la santé. Lors de récents tests de dépistage, 5 soldats sur 100 ont été testés positifs au VIH, selon Chris Issa de la Commission sud-soudanaise contre le sida. Et puis, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Restez toujours fidèles au programme de votre télévision Sika TV. Au revoir.